La crise économique tant attendue arrive, et ça tombe bien, celle de la pandémie commence sérieusement à ennuyer tout le monde. La crise dont il faut avoir peur et dont vont nous sauver nos chers décideurs grâce à leurs mesures miracles est celle de l'effondrement économique. La courbe de la peur n'est plus celle du nombre de cas positifs, mais celle de l'inflation. Nous allons voir dans une série de 3 vidéos si la courbe de l'inflation est aussi fiable que celle des tests RT-PCR et si les mesures économiques seront aussi efficaces et aussi chères que les mesures sanitaires. Vous pourrez ensuite me dire en commentaire qui est le plus mauvais entre un expert en économie ou un expert en santé. Moi, je n'arrive pas à trancher. Nous allons voir dans cette première vidéo ce qu'est l'inflation, comment cet indicateur est construit, ses limites et la différence entre l'inflation calculée et ce que vivent réellement les gens. Dans la deuxième vidéo, nous verrons ce qui cause l'inflation et dans la troisième vidéo, nous verrons s'il faut vraiment combattre l'inflation ou s'il faut l'accompagner, par exemple par une hausse des salaires. Tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? Donc on l'aura compris en écoutant la télé, la radio, en lisant les journaux, l'inflation c'est mal. Il faut tous être contre l'inflation. Personne ne prend le temps d'expliquer ce que c'est, mais on nous assène qu'il faut la combattre. Il faut dire que depuis 2 ans, on a pris l'habitude de se battre contre des ennemis invisibles et contre des indicateurs. D'ici l'arrivée de la solution miracle ou de la fin du monde, je vous propose qu'on prenne quelques instants à comprendre ce qu'est l'inflation, on sait jamais, ça pourrait servir. L'inflation est définie par le Larousse comme situation ou phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix. On doit déjà se poser plusieurs questions sur cette définition qui est assez loin de ce que les instituts peuvent mesurer et présenter. Depuis la page d'accueil du site de l'INSEE, on voit apparaître un bandeau contenant les indicateurs phares de l'Institut et notamment la fameuse inflation. À l'heure de la réalisation de cette vidéo, il est écrit plus 5,6%, ce qui ne veut en soi rien dire si on ne sait pas par rapport à quoi ni sur quelle période. Les plus curieux d'entre nous feront l'effort de passer la souris au-dessus de ce pourcentage pour voir apparaître un pop-up « Inflation entre parenthèses glissement annuel en septembre 2022 ». Cela nous permet de savoir que ce plus 5,6% a été mesuré en septembre 2022 et correspond à l'augmentation de quelque chose par rapport à septembre 2021. Si ce quelque chose coûtait 100 € en septembre 2021, il coûte désormais 105,6 € en septembre 2022. L'inflation de 5,6% ne renseigne pas sur ce qui est arrivé récemment, mais sur une augmentation étalée sur un an. Si vous voulez savoir ce qui se passe ces derniers mois, il faut regarder un autre indicateur. Maintenant que nous avons compris la période de comparaison, on regarde les prix sur un mois et on les compare par rapport au même mois l'année précédente, il nous reste à savoir de quel prix on parle. Et pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'est l'indice des prix à la consommation. La question étant, est-ce que cet indice des prix reflète la réalité? En France, ce qu'on appelle inflation est calculé par l'INSEE au moyen de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. On dit qu'il y a inflation lorsque cet indicateur augmente. Cet indicateur est construit à partir de nombreux prix. Et contrairement à la définition du Larousse, on peut dire qu'il y a inflation lorsque seulement certains prix augmentent et pas tous. Il suffit qu'une partie seulement des prix augmente pour faire augmenter l'IPC et pouvoir conclure à l'inflation. Il peut même y avoir certains prix qui baissent au même moment et avoir quand même une inflation. Le nombre de prix relevés chaque mois par l'INSEE pour calculer l'indice des prix est énorme. Ces relevés couvrent presque complètement les achats des Français. Les grandes enseignes sont obligées de fournir à l'INSEE tous les tickets de caisse. Ça représente 80 millions de prix chaque mois. 1000 enquêteurs de l'INSEE se déplacent chaque mois dans 30 000 points de vente pour recueillir 160 000 prix. 500 000 prix sont relevés automatiquement sur Internet chaque mois également. Toutes les dépenses d'assurance maladie, les prix des carburants, de l'énergie sont connus grâce à des sources administratives. Les loyers sont connus grâce à 2 enquêtes spécifiques, l'une pour le parc privé et l'autre pour les bailleurs sociaux. En conclusion, on peut et on doit critiquer le calcul de l'inflation, mais très clairement, il n'y a aucun problème de qualité ou de remontée des données. Tout est toujours améliorable, mais le niveau de précision est aujourd'hui excellent. Il y a pourtant des différences profondes entre l'inflation calculée par l'INSEE et ce que peuvent ressentir les gens. Ça n'a rien à voir avec la qualité des relevés des prix, mais avec la définition de l'indice des prix à la consommation. Nous allons détailler ici 2 aspects qui expliquent ces différences. Le premier aspect est qu'il y a certains objets qui évoluent au fur et à mesure des innovations technologiques. Par exemple, le célèbre téléphone portable Nokia 3310 a été mis sur le marché en l'an 2000 autour de 300 €. C'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, acheter un Nokia 3310 coûte 25 €. Et encore, c'est probablement surpayé et pour des nostalgiques.
Mais puisque l'INSEE compare l'évolution des prix du même produit, elle va déduire que le coût de ce genre d'appareil téléphonique a baissé de 90% en 20 ans. Mais aujourd'hui, avoir un téléphone portable assez performant par rapport au bas de gamme, comme l'était le 3310 à l'époque, coûte toujours autour de 300 euros. Le prix pour ce cas d'usage n'a donc pas baissé. On peut faire le même raisonnement entre l'ordinateur qu'on pouvait acheter il y a 20 ans d'une puissance de 250 MHz, d'une mémoire de 64 MB, avec un écran cathodique 19 pouces, le tout pour 1500 euros. Ce niveau de performance n'est aujourd'hui même plus sur le marché tellement il est inadapté. Cet ordinateur ne vaut plus rien. Là encore, l'INSEE conclut à une baisse énorme des prix des ordinateurs. Aujourd'hui, pour avoir un PC et un écran de milieu de gamme, il faut plutôt compter dans les 500 euros. Le prix est bien plus abordable, mais ce n'est pas gratuit. La méthode de l'INSEE consistant à projeter les prix dans le futur à produit égal est complètement discutable pour ce qui est trait à la technologie. Dépenser 300 euros pour un smartphone reste toujours d'actualité. On peut tout à fait dire que les prix sont restés fixes pour le même usage, mais que c'est le besoin technologique qui a augmenté. On peut même aller plus loin. Aujourd'hui, la plupart des démarches administratives se font par Internet, comme payer ses impôts, acheter des billets d'avion, de train ou prendre des rendez-vous médicaux par exemple. Il est donc aujourd'hui nécessaire d'avoir un smartphone et ou un ordinateur et avec des performances bien plus importantes que celles qui étaient disponibles il y a 20 ans. Les gens ne se rendent pas compte de la baisse des prix de la technologie et de la communication tout simplement parce qu'ils ne la vivent pas. Ils vivent une stagnation des prix des appareils dont les performances augmentent. Ils vivent également de nouvelles obligations d'achat qu'ils n'avaient pas avant. Le prix de la technologie ne diminue donc pas pour le portefeuille des Français, mais il augmente. Cela ne signifie pas que l'indice des prix est faux, mais cela signifie que sur le point précis des innovations technologiques, on pourrait réfléchir à innover la méthode en partant plutôt du cas d'usage que du produit. Selon la manière dont vous vivez les innovations technologiques, entre contraintes ou besoins, vous allez donc vivre une inflation différente. Et on avance doucement vers le réel problème du calcul de l'indice des prix. Le deuxième aspect va nous amener encore plus près de la compréhension de ce qui pose problème. Cet aspect concerne le logement. Nous avons vu que l'INSEE scrute très précisément l'évolution du prix des loyers. Mais l'INSEE ne s'occupe pas du prix d'achat des logements, appartements ou maisons, pour calculer l'indice des prix à la consommation. En effet, l'INSEE considère qu'une maison achetée n'est pas un bien de consommation, mais un bien d'investissement. Donc il ne rentre pas dans le calcul de l'indice des prix à la consommation. C'est un sérieux problème pour les Français qui souhaitent devenir propriétaires et qui ont vu les prix des maisons exploser ces dernières années. Selon l'INSEE, c'est assez simple. Le prix des maisons a doublé en 20 ans. Et pendant cette période, la hausse des salaires des Français n'a été que de 30%. Cela signifie que l'accès à la propriété est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Par exemple, un couple avec 2 enfants qui gagnait 4 000 euros par mois en 2000 pouvait envisager de devenir propriétaire d'une petite maison pour 150 000 euros. Aujourd'hui, ce même couple gagne 5 200 euros, sans être plus riche du tout, juste avec la hausse des salaires qui suit l'inflation, mais la même maison coûte 300 000 euros. Les Français qui souhaitent accéder à la propriété ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat en 20 ans et cela empire. L'inflation ressentie n'est pas vraiment comparable à celle calculée pour ceux qui veulent acheter une maison et qui voient les prix exploser. D'une manière générale, l'inflation calculée ne correspond en fait à personne et nous allons voir pourquoi. Ici, nous allons détailler pourquoi l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. Nous avons vu précédemment comment l'INSEE récupérait tous les prix et ce qui était discutable dans la manière de récupérer ces différents prix. En revanche, nous n'avons pas vu comment l'indice des prix à la consommation est calculé à partir de tous ces prix. L'INSEE ne fait pas une moyenne brutale de tous les prix disponibles sur le marché. Il serait complètement invraisemblable de mélanger un millier de prix de bottes de carottes différentes au seul prix de l'essence. Si le prix de l'essence augmente, ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur le portefeuille des Français que si le prix d'une seule marque de carottes augmente. Il faut donc pondérer les prix en fonction de ce que consomment réellement les Français. Pour cela, l'INSEE a créé, met à jour chaque année, un panier de consommation des ménages. Ce panier contient 400 postes de dépenses différents et correspondant à plus de 4000 variétés de produits. Ce panier correspond à ce que les ménages doivent dépenser chaque mois pour vivre, l'alimentaire, l'énergie, les loyers, etc. Pour les produits qui durent longtemps comme les voitures, l'INSEE pondère en ne mettant qu'une fraction du prix total dans le panier. Donc l'inflation correspond à l'augmentation du prix de ce panier précis. Ce panier est construit sur une moyenne de ce que consomment les Français et donc ne correspond à personne en particulier. Donc personne ne ressent les plus 5,6% d'inflation de septembre 2022 par rapport à septembre 2021, puisque personne ne consomme exactement ce panier moyen. Comme tous les indicateurs, ils ne représentent pas une réalité, mais quelque chose qui n'existe pas, une moyenne.
Si vous êtes professeur, que vous faites un devoir, que parmi vos 20 élèves, 10 ont 20 sur 20 et 10 ont 0 sur 20, vous pourrez annoncer que la moyenne est de 10 sur 20. Cette moyenne ne correspond à personne dans la classe. Il ne faut pas attendre d'un indicateur qu'il corresponde à des vrais gens. D'ailleurs, l'INSEE nous propose un outil pour personnaliser notre indice des prix. On peut voir qu'il a stagné entre 2012 et 2016, qu'il a augmenté ensuite et a commencé à accélérer début 2021. Cet outil permet de consulter la structure du panier moyen des Français. Par exemple, le Français moyen consacre 17,5% de son budget à l'alimentation, 6,1% au loyer, 9% à la santé, 6,3% à la restauration, 5,3% à l'habillement ou encore 6,4% à l'ameublement. Ces 6 paniers moyens, et que vous dépensez plus votre argent sur des prix qui montent, vous allez ressentir plus d'inflation. Et inversement, si vos dépenses concernent des prix qui baissent, vous ressentirez moins d'inflation. Grâce à l'enquête Budget des familles, l'INSEE nous permet de connaître les dépenses des ménages français selon plusieurs catégories. On peut notamment savoir ce que dépensent les Français modestes, aisés, propriétaires ou locataires. Si nous imaginons sur la base des résultats de cette étude les dépenses d'un ménage français modeste qui a acheté sa maison en périphérie et doit donc prendre sa voiture pour aller travailler, on observe alors que l'inflation de son panier est bien plus importante que celle du Français moyen. Le Français modeste a perdu du pouvoir d'achat ces dernières années. A contrario, le cadre aisé de centre-ville, locataire de son logement et qui utilise les transports en commun, a plutôt connu une inflation inférieure au Français moyen. Rappelons au passage que si le travailleur pauvre se retrouve obligé de prendre sa voiture en habitant en périphérie, c'est parce que le parc privé de ville destiné aux travailleurs modestes a été entièrement détruit pour être remplacé par des appartements de luxe pour les cadres ou des HLM pour inactifs, chômeurs et étudiants. Ce sont donc bien des décisions politiques qui ont éloigné du centre-ville les travailleurs pauvres et les forcent à prendre leur voiture. Donc selon votre profil jeune, vieux, actif, retraité, citadin, campagnard, propriétaire, locataire, votre inflation ressentie ne sera absolument pas la même. Et cela pose un problème quand tous les éditorialistes ou tous les autoproclamés experts économistes sont parisiens. L'information qu'ils vont distribuer va être fortement influencée par leur façon à eux de vivre l'inflation. Les politiques, qui sont également des gens le plus souvent soit aisés, soit retraités, vont également être influencés par leur propre façon de vivre l'inflation. Si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement pour savoir comment les gens vivent l'inflation, il faut s'intéresser à la démographie française et en particulier au profil des votants. L'INSEE nous donne la pyramide des âges française, qui nous permet déjà de constater que nous vivons dans un pays assez vieillissant, un pays dans lequel cette distribution, le taux de votants par tranche d'âge, calculé par l'INSEE, on obtient alors le profil des votants suivants. En France, les votants sont vieux. Plus de la moitié des votants a plus de 60 ans. Ajoutons que parmi les tranches d'âge, ceux qui votent le plus sont les plus aisés. La démocratie française met donc à sa tête des gens qui plaisent aux retraités aisés. C'est aussi la cible des médias. Seulement, nous l'avons vu, les retraités aisés n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes ressentis en termes d'inflation que les travailleurs. Les politiques et les lois françaises ne suivent donc pas les intérêts des travailleurs, mais les lubies, les priorités et les peurs des retraités aisés. Cela explique facilement ce que nous avons vécu pendant 2 ans. En conclusion, l'inflation calculée par l'INSEE correspond à celle d'un Français moyen qui n'existe pas. Un mix entre un jeune et un vieux, un retraité et un travailleur, un citadin et un campagnard, ou encore un propriétaire et un locataire. Comme tous les indicateurs qui sont des agrégats de plein de choses, ils noient complètement l'information, et pour savoir vraiment ce qui se passe, il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Plus précisément, les médias et les politiques ont tendance à faire croire que l'inflation serait quelque chose qu'ils subissent, quelque chose sur laquelle ils n'ont pas de maîtrise. Quelque chose sur laquelle ils ne pourraient appliquer que des mesures de freinage ou des traitements, un peu comme un virus qui arriverait d'on ne sait où et contre lequel il faudrait rentrer en guerre. Depuis 2 ans, nous avons détaillé sur cette chaîne les impacts des mesures prises pour montrer qu'elles n'avaient fait qu'exacerber les problèmes. Et c'est assez facile à comprendre pour un peu qu'on commence à s'extraire de la doxa. Dans le cas de l'inflation, c'est exactement la même chose. Dans la vidéo numéro 2, nous verrons que les hausses des prix sont la plupart du temps directement la résultante de politiques mises en place, et dans la vidéo numéro 3, nous verrons que les mesures prises pour lutter contre l'inflation ne font la plupart du temps qu'empirer les choses et qu'il y a des choses beaucoup plus simples à mettre en place pour empêcher que les gens en souffrent.